Bonjour à tous, donc Alexandra Philippe, je travaille à l'agence d'urbanisme de Toulon. Je suis chargée d'études en géomatique et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter la restitution d'un travail d'une année en partenariat avec les 5 agences d'urbanisme de PACA, en partenariat avec la région et l'ADREAL, donc sur l'élaboration d'une méthode commune d'analyse de la consommation d'espace. Alors, un petit rappel du contexte réglementaire dans lequel s'est situé ce travail. On a eu une montée en puissance, effectivement, des objectifs de lutte contre l'étalement urbain à travers diverses lois qui se sont succédées. De la loi SRU jusqu'à Allure et ça continue. Donc quelques petits rappels. Donc une obligation de mesurer la consommation d'espace au cours des 10 années précédant l'approbation des documents d'urbanisme SCOT et PLU. Une obligation aussi de fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain dans les documents d'orientation et d'objectifs. Donc là, on parle davantage de consommation d'espace futur. Et puis, ce qui va avec, réaliser un suivi régulier de mise en œuvre de ces mesures, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, mais bien qui va devoir être reconduit plus ou moins sur des périodes du bilan tous les 6 ans. Analyser la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis. Là aussi, à travers la loi Allure, on a des articles qui demandent aujourd'hui aux documents de planification de proposer des analyses de gisement. Donc, alors, dans ce contexte politique, effectivement, il y a plusieurs groupes de travail qui se sont constitués. Donc une série successive de guides, notamment avec le CEREMA, qui viennent parler des dynamiques de l'occupation du sol autour de la consommation d'espace, et puis d'un groupe de travail de REAL-PACA. Donc le travail qui nous a réunis, les agences d'urbanisme en PACA, ça a été de faire un petit peu le tri, puis d'essayer de définir une méthode commune en rassemblant un petit peu tous les travaux qui existaient à l'époque sur le sujet. Donc le travail date de 2015. On a fini ce travail il y a 2 ans. Mais il est toujours d'actualité finalement parce qu'on continue à créer tous ces indicateurs. Et puis, bon, alors un petit rappel par rapport à ce qu'Isabelle nous a présenté tout à l'heure. Effectivement, l'objectif aussi pour la région, c'était de poursuivre la volonté de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, c'est-à-dire réduire de moitié la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les différents schémas régionaux, donc à l'horizon 2020. Voilà. Donc, depuis 2013, il existe ce fameux dispositif de soutien à l'élaboration des MOS pour aider à la grenellisation des SCOT. Et la fiche d'action que nous avons élaborée rentre complètement dans le même objectif actuel. Voilà. Alors, donc cette fiche que nous avons élaborée, elle avait 2 objectifs essentiels. En premier lieu, un état des lieux, un panorama des méthodes actuelles, donc en 2015, pour mesurer la consommation d'espace. Donc, il s'agissait en gros d'observer toutes les méthodes qui avaient été utilisées au sein des SCOT de PACA pour parvenir à cette mesure de la consommation d'espace et d'en fournir une analyse, on va dire, comparative et synthétique. Voilà. Il fallait aussi observer et travailler en vue de pouvoir aider les territoires qui disposaient de peu d'ingénierie et de peu de moyens pour les aider à progresser. Voilà, c'est un objectif aussi de la fiche. Une deuxième phase, derrière cet état des lieux, qui était de définir une série d'indicateurs de suivi de la consommation d'espace pertinents pour les SCOT, dans le temps et à différentes échelles. Donc, une série d'indicateurs déclinables à d'autres échelles que celui des SCOT, aussi échelle locale, PLU, et puis plus haut, bien sûr, schémas régionaux. L'idée, c'était aussi de dimensionner les outils pour des territoires, pareil, disposant de peu d'ingénierie et peu de moyens.
Alors, voilà, donc je vais entamer la première phrase. Donc, dans la première phase, effectivement, l'idée, c'était de commencer à observer toutes les méthodes qui existaient sur des sources différentes pour mesurer la consommation d'espace. Alors, il y a eu beaucoup de choses écrites sur le sujet. Donc, ici, j'ai gardé pour vous juste la présentation des méthodes directes de mesure de la consommation d'espace. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet, globalement assez connues. On ne rentrera pas dans le détail. Ce sont toutes les sources de données descriptives permettant l'analyse de la consommation d'espace. Donc, d'une échelle, on va dire grande échelle, jusqu'à les produits sur étagère qu'on peut retrouver avec Spot Théma. Donc, on a retenu en méthode directe 3 grandes familles pour mesurer la consommation d'espace. Donc, l'approche par la cartographie d'occupation du sol. Donc on part là effectivement du MOS grande échelle en passant par le MOS moyenne échelle, donc l'Oxol-PACA. Et donc il existe aussi une base de données qui est un produit sur étagère qui est disponible grâce à des images Spot 5 qui est Spot Théma. Voilà. Ensuite, une deuxième famille. Donc là, on est plus sur une approche par le bâti, donc par traitement de la donnée cadastrale, qui allie à la fois l'utilisation des plans cadastrales informatisés plus les données des fichiers fonciers, donc Magic 3 en particulier. Et puis aussi une possibilité de mesurer la consommation d'espace à partir de la BD topo de l'IGN. La troisième méthode directe qui avait été recensée à l'époque, c'était l'approche par sondage avec la base de données Teruti-Luca du ministère de l'Agriculture. Alors, il existe bien sûr des données, des sources de données indirectes qui ont été abordées dans le travail qu'on a livré à la région. Donc, notamment l'analyse par mesure de flux, le suivi de permis de construire ou des déclarations d'intention d'aliéner qu'on peut avoir bien sûr par la SAFER notamment, ou aussi par une approche statistique avec le registre parcellaire graphique, les documents d'urbanisme, des données statistiques de l'INSEE qui sont ramenées à une maille communale, notamment les IRIS, souvent mobilisées d'ailleurs de manière complémentaire. Donc toutes ces bases de données indirectes, je dirais qu'elles viennent accompagner la plupart du temps, dans le diagnostic qu'on en a fait au niveau région, toutes ces approches-là, enfin les différents, si vous voulez, les différents outils de mesure directe peuvent aussi être complétés par ces données-là. Donc, alors, voilà, à partir de ces sources de données, on a voulu en restituer une cartographie pour observer de plus près quelles avaient été les méthodes utilisées au sein de la région. Donc, ce que nous apprend cet état des lieux, bien sûr, 29 SCOT de PACA qui ont été étudiés. On voit que les méthodes mobilisées sont assez variées. On en a observé 4, on en a retenu 4 essentiellement. Donc 8 SCOT ont opté pour la réalisation d'un MOS à grande échelle. 7 SCOT ont utilisé l'Oxol-PACA du CRIJ. 5 SCOT ont opté pour une approche par le bâti. Et 6 SCOT ont développé des photo-interprétations à façon. Voilà. Alors entre-temps, depuis juillet 2015, on a 3 SCOT qui ont fait le choix de produire un MOS à grande échelle sur leur territoire, que je cite en haut à droite. Donc cette carte, elle n'est pas tout à fait à jour, bien sûr, elle date de 2015. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a continué à produire des MOS à grande échelle. Mais voilà, alors, qu'est-ce qu'on en retient de cette cartographie? C'est qu'effectivement, on voit que l'avancée des SCOT nous permet de disposer aujourd'hui d'informations sur la consommation d'espace qui commence à remplir toute la cartographie régionale. Par contre, moins positivement, on s'aperçoit qu'on n'a pas une couverture homogène des méthodes, et notamment par le MOS à grande échelle, et que du coup, c'est plus difficile à ce jour de déterminer objectivement les territoires les plus sujets à une forte consommation d'espace et donc de définir des priorités d'action publique dans ce domaine.
Alors un tableau, un petit peu, je m'excuse parce que c'est la restitution de la note de synthèse écrite donc voilà, j'ai utilisé le même tableau ici pour vous présenter les avantages et les inconvénients des 3 grandes méthodes directes utilisées pour l'analyse de la consommation foncière. Donc, vous avez en première ligne l'approche par la cartographie d'occupation du sol à grande échelle. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'effectivement, dans la mesure de la consommation d'espace, c'est un outil qui est vraiment ressorti comme étant très fiable, précis, qui permet une grande diversité d'analyses, déclinable à l'échelle du PLU, du PLH, qui permet une mutualisation des coûts, du coup, par cela même. Un contrôle qualité systématique, puisqu'on peut mesurer la fiabilité des données derrière. Une méthode reproductible qui est comparable, du coup, qui permet de comparer des territoires entre eux. La nomenclature qui, bien sûr, qui est harmonisée puisqu'issue du MOS régional. Et puis, une possibilité d'avoir à disposition des orthophotos gratuites pour élaborer donc, une cartographie en digitalisant des zones homogènes. Les aspects négatifs, c'est qu'effectivement, ce qu'on a bien mis en valeur, c'est qu'il y a toujours un investissement à faire, effectivement, pour créer une première cartographie, c'est-à-dire une première date. Et selon les unités minimales de collecte, l'échelle de saisie, et puis le nombre de postes, forcément, on a un premier coût, un premier investissement à donner, qui nécessite un minimum d'ingénierie puisqu'il y a un temps de suivi, d'encadrement, notamment quand on passe par un prestataire extérieur qu'il faut prévoir en amont, et puis avoir quelques connaissances de manipulation de données SIG. Alors, on est bien sûr dépendant aussi de la fréquence de mise à jour des orthophotos qui existent, puisque donc, toutes les prises de vue aériennes qui sont mises à disposition sont la plupart du temps dans un espace-temps de 4 à 5 ans. Selon les territoires, parfois c'est un petit peu moins, mais bon voilà, il faut être au gré de ces dates-là. Et puis bon, par contre, on a des solutions quand on n'a pas forcément les prises de vue aériennes qui correspondent aux dates d'élaboration des SCOT, c'est de passer par des images satellites Pléiades, il faut le dire, qui sont gratuites et qu'on peut programmer. Voilà, alors la deuxième approche, par traitement de la donnée OXOL-PACA. Donc là, c'est en utilisant directement la base de données régionale du CRIJ. Donc, ce qu'on avait remonté, c'est qu'effectivement, elle était simple à mettre en œuvre. On a une prestation externalisée qui n'est pas indispensable. Un coût de mise en œuvre intéressant puisque le dispositif est gratuit. Une donnée qui est homogène, qui est disponible quand même vraiment sur toute la région, on en a parlé. Alors attention, je dirais quand même qu'on reconnaissait effectivement allègrement que le dispositif est gratuit, mais si on essaye d'améliorer la base de données, notamment pour l'adapter à un niveau local, SCOT, PLU, il faut faire attention à ne pas tomber dans des traitements trop longs et trop importants, notamment en utilisant des données exogènes, qui peuvent alourdir considérablement le temps de traitement et du coup qui peut se quantifier dans le temps. Malheureusement, il n'y a pas de contrôle qualité forcément possible justement quand on améliore sa fiabilité de façon manuelle. C'est un dispositif, par contre, effectivement, la base étant à l'échelon régional, elle est moins adaptée pour mesurer la consommation d'espace à l'échelle d'un SCOT PLU. On a un bâti diffus minoré, les tissus urbains continus et discontinus sont majorés, et on vient tronquer des espaces agricoles et naturels, puisque le seuil de collecte est bien plus important que dans le cadre des MOS à grande échelle. La troisième approche par le bâti, donc en utilisant des données cadastrales, donc sur support BD parcellaire ou de l'IGN ou donc plan cadastral informatisé, croisé au fichier foncier. Donc pour observer les dominantes de l'occupation du sol, nature de culture, usage du foncier. Donc là, on est de nouveau à une échelle d'utilisation parcellaire et non plus départementale comme avec l'OXOL du CRIJ. Mais alors voilà, on a une donnée relativement fiable pour le foncier bâti à vocation d'habitat, déjà moins fiable sur le bâti à vocation économique et sur la nature des cultures. C'est une donnée qui permet d'être déclinée à l'échelle du PLU. On avait mis aussi en évidence que
par rapport à la mise à jour qui en est faite. On a quand même une mise à jour qui est possible de façon très fréquente. Le coût est relativement réduit. Par contre, effectivement, on n'a pas toujours des secteurs cadastrés et la donnée reste complexe à manipuler, notamment quand on ne connaît pas les systèmes de gestion de bases de données relationnelles et le langage de programmation SQL, puisque ce sont des bases de données qui sont utilisées souvent avec Postgre ou en tout cas avec un langage de requêtage. Voilà. Alors, un bilan donc, des 3 grandes pratiques utilisées. Donc, on a bien fait ressortir le fait que le MOS grande échelle est bien sûr l'outil le plus précis et le plus adapté à l'analyse de la consommation foncière. Il est déclinable à plusieurs échelles, du SCOT au PLU, tout en gardant un haut niveau de précision. Et puis, il a l'avantage de qualifier les changements d'occupation du sol entre 2 dates, à un niveau parcellaire. Il permet d'aborder un ensemble de thématiques variées, pas uniquement liées au bâti et à la construction, donc, puisqu'on peut observer d'autres espaces, que ce soit agricoles, naturels, les zones humides, les espaces d'activité, et puis tout ce qui est déplacement. Ces limites de coûts et d'ingénierie, alors je dirais, elles peuvent être compensées par 2 choses. Donc là, on rappelle effectivement le dispositif d'accompagnement régional qui est dressé par la région, qui participe à hauteur de 50%, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure. Du montant hors taxe, donc plafonné à 28 000 € hors taxe par cartographie. Voilà. Je passe, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Une réduction du coût d'entrée si une mutualisation de la production et des moyens est opérée entre plusieurs structures œuvrant sur le même territoire. C'est vrai qu'il faut penser, c'est sûrement une étude à mener en amont. Il faut prendre un temps de concertation entre les différents acteurs pour essayer effectivement de mutualiser les moyens et puis d'essayer d'arriver à produire une cartographie à plusieurs entités. Donc là, j'avais restitué un exemple de répartition financière pour l'acquisition du MOS, du SCOT, du Pays d'Apt et du Luberon. Ils n'avaient pas de service SIG, peu de moyens, on en a à peu près sur 30 000 habitants. Donc eux s'étaient embarqués déjà par un travail d'occupation du sol, mais avec l'Oxol du CRIJ, et puis ils avaient quelques difficultés, ils ont voulu se lancer dans un MOS, et puis au final, en mutualisant les coûts sur plusieurs acteurs financiers, et grâce au dispositif d'aide à la région, au lieu d'avoir une prestation au départ qui leur valait presque 40 000 € hors taxe, pour eux, ça a représenté 7 500 € hors taxe, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors, la deuxième phase du travail de la fiche d'action qu'on a faite, donc on est parti sur la production de 9 indicateurs de suivi pour le suivi de la consommation d'espace qui réunissaient donc 3 grandes familles. Une première famille d'indicateurs permettant de quantifier la consommation d'espace, une deuxième famille permettant de qualifier la consommation d'espace et de décrire ses dynamiques spatiales, et une troisième famille d'indicateurs permettant une mise en perspective de la consommation d'espace au regard de d'autres dynamiques. Alors, la première famille d'indicateurs, donc je vais vous présenter 3 outils, en tout cas 3 types d'exercices concrets qu'on a pu faire grâce au mode d'occupation du sol grande échelle. Alors, le premier indicateur, c'est la caractérisation des différents types d'occupation du sol. Donc effectivement, avec le MOS, la première chose à faire, c'est de dresser la cartographie des différents types d'occupation du sol à une date donnée pour avoir en quelque sorte un état zéro de l'occupation du sol sur un territoire et pour pouvoir ensuite en permettre d'établir des diachronies à partir de cette date. Alors vous voyez effectivement avec les 2 vignettes en haut à droite que d'un côté donc la cartographie du sol d'occupation du sol à grande échelle qui est présentée là et celle du SCOT du bassin de vie d'Avignon en 2010. Vous avez donc un extrait du bassin de vie d'Avignon avec à gauche un zoom sur la donnée avec le MOS grande échelle et puis la même vignette avec la donnée Oxol PACA. Vous voyez tout de suite le niveau de précision qui diffère et donc le détail des informations.
Donc un premier indicateur. À partir de ce premier indicateur, le deuxième qui venait tout de suite forcément en déduction, c'était d'observer l'évolution des espaces artificialisés. Donc pouvoir suivre et localiser la progression des espaces artificialisés, donc entre deux dates. Donc sur cette cartographie en rouge vif, vous voyez les nouveaux espaces artificialisés entre 2003, alors je crois que c'était sur 2003 et 2010 chez eux. Alors, toutes ces cartes-là ont été faites pour tous les territoires qui avaient un MOS à l'époque de l'élaboration de la fiche. Donc on a aussi sur notre SCOT Provence-Méditerranée la même chose. Donc l'idée ici, c'est de montrer la progression des espaces artificialisés au détriment des espaces agricoles, naturels et forestiers. Le troisième indicateur qu'on a retenu, c'est bien sûr de pouvoir suivre les échanges entre grands types d'espaces entre deux dates. Donc ici, on observera plutôt les mutations qui s'opèrent entre l'espace agricole et naturel et l'artificialisation des sols. Donc vous avez plusieurs échanges effectivement entre espaces naturels et agricoles. Hein, on parle souvent de reconquête forestière ou agricole. Et puis pour artificialiser, au détriment de quel type d'espace finalement ça s'est fait. Donc on voit ici sur la cartographie que les espaces agricoles qui ont muté et qu'on a perdus sont devenus soit de l'espace bâti en orange, soit des équipements d'activité. De l'activité ou des équipements en fuchsia, tout ce qui est chantier, décharge et carrière en gris, et puis de l'espace artificialisé ou de la zone de loisirs en vert. Voilà, avec un fond sommaire d'occupation du sol pour se situer par rapport notamment à ce qui est déjà artificialisé ou pas. Alors une deuxième grande famille, donc, comme je disais tout à l'heure, pour qualifier la consommation d'espace maintenant, donc on a rapproché en quatrième indicateur proposé, on a souhaité proposer un croisement entre la part de développement urbain qui s'est faite en zone, croiser les zonages d'urbanisme, avec le MOS grande échelle. Donc on est venu ici à l'intérieur des zonages U et AU des documents d'urbanisme, zones urbaines et à urbaniser. On est venu observer combien, en termes de surface et de type d'espace artificialisé, avaient été créés finalement à l'intérieur de ces zonages. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a aussi bien en zone urbaine qu'en zone agricole ou naturelle, finalement autant d'espaces agricoles et de milieux naturels ou surfaces de forêt qui ont été consommés. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir croiser la dimension, je dirais, réglementaire du droit des sols avec l'occupation biophysique. Alors le cinquième indicateur qui nous a été proposé, l'exemple qui illustre cet indicateur, c'est l'exemple du Pays d'Aix avec l'extrait de l'ouvrage ID20 de l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix. Donc dans cet indicateur-là, on a voulu plutôt montrer, en réponse à l'obligation réglementaire de la loi ALUR, qui stipule d'analyser les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, de venir qualifier l'urbanisation et la progression de l'artificialisation des sols en dehors et dans la tâche urbaine. Donc quand on est dans la tâche urbaine, on considère que c'est plutôt de la densification, et puis quand on est hors tâche urbaine, on parle plutôt d'extension. Donc à partir du schéma que vous voyez là, qui essayait de synthétiser un peu cette approche, le MOS, effectivement, permet d'observer ce qui s'est passé avant, après, et de pouvoir l'orienter en disant, est-ce qu'on est plutôt sur du renouvellement urbain, de la densification ou de l'extension de l'enveloppe urbaine des espaces déjà bâtis. Ici, donc comme je le disais en introduction, la fiche devait aussi servir aux territoires qui ne disposent pas forcément de moyens pour élaborer des MOS à grande échelle. Donc on a essayé aussi d'utiliser d'autres sources de données, comme celles notamment des fichiers fonciers que les collectivités disposent. Donc ici, c'est un exemple qui a été proposé par l'Agence d'urbanisme des Alpes-Maritimes, donc sur l'évolution de la densité de logement, donc à partir des fichiers magiques. Donc on était sur une année N avec
l'exploitation de l'année du millésime. Et puis à une année N-10, on est venu filtrer sur la variable renseignant la date de construction des logements, en gardant tout ce qui était antérieur ou créé à la date souhaitée. Donc on voit une densité de logements à l'hectare, un nombre de logements entre ces deux dates. La troisième et dernière famille, qui permet de mettre en perspective la consommation d'espace au regard de d'autres dynamiques. Alors, un exemple de cartographie qui est encore avec l'exemple du SCOT, du bassin de vie avignonnais, qu'on a souvent utilisé parce qu'il était lisible. Je dirais qu'il avait une échelle qui nous permettait de pouvoir vraiment visualiser de façon nette ce qu'on voulait voir. Donc ici, l'idée, c'était de quantifier donc, le potentiel foncier encore disponible dans les zonages U et AU. Donc avec les différents tissus qu'on pouvait retrouver dans le MOS au niveau urbain habitat. Voilà, je passe un peu plus vite parce que voilà. Alors, le 8e indicateur reprend beaucoup ce qu'avance l'Agence européenne de l'environnement, c'est à savoir qu'on parle souvent d'étalement urbain, effectivement, quand on croise le développement urbain en mettant en perspective la croissance démographique. Et on considère, donc l'agence dit que quand on a une progression des surfaces artificialisées plus importante et plus rapide que la croissance démographique, eh bien on parle d'étalement urbain. Et là, c'est ce qu'on observe en calculant la surface d'espace artificialisé entre deux dates sur deux SCOT, le bassin de vie avignonnais et Montpellier. Et on s'aperçoit effectivement qu'on a un taux de croissance, de progression des surfaces artificialisées un peu plus important que le taux de croissance annuel moyen de la population sur la période. Donc sur ces deux territoires, la surface urbanisée a augmenté plus vite que la population. Et enfin, dernier indicateur de pression foncière urbaine via les tendances du marché. Donc là, effectivement, je montre la cartographie d'un travail qui se poursuit cette année, qui est le croisement de l'occupation du sol grande échelle de plusieurs SCOT avec les transactions, donc les déclarations d'intention d'aliéner de la SAFER PACA. Puisque c'est au cours de ces mutations enregistrées dans l'espace rural qu'on peut analyser la perte potentielle des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc le mode de calcul de cet indicateur, c'est de faire la somme des surfaces des espaces naturels, agricoles, forestiers faisant l'objet d'une transaction à partir de 4 segments de marché qu'a défini la SAFER PACA, sur le total des espaces naturels, agricoles et forestiers présents dans l'entité de recherche. Et voilà, quand on en dresse la cartographie, on s'aperçoit que toutes les sections que vous voyez apparaître, puisque là, cette cartographie a été faite à la section infracommunale, cadastrale, donc fait apparaître en rouge très foncé une perte potentielle des espaces NAF supérieure à 10%. Et puis, quand on va vers le jaune clair, on a une perte bien sûr moins importante. Alors, on a voulu, en plus de ce camaillot-là, du calcul de l'indicateur, afficher quand même la perte potentielle des espaces NAF, donc agricoles, forestiers, naturels, en hectares, pour venir un petit peu nuancer les résultats, puisque selon les sections, on avait quand même des différences de résultats à cause des découpages intra-urbains qui sont importants. Voilà, j'en ai fini. Je conclus en disant qu'effectivement, pour nous, dans le cadre de ce travail-là, on a identifié le MOS grande échelle comme la méthode la plus fiable à ce jour pour mesurer, suivre et comprendre le phénomène de consommation d'espace dans un contexte réglementaire qui est quand même exigeant. Un outil qui permet en outre de nombreux usages. Je n'ai pas rappelé, mais effectivement, les trames vertes et bleues ont été le premier travail identifié avec donc, le MOS grande échelle comme étant un support incontournable pour pouvoir définir ces trames vertes et bleues. Donc, en résumant, les différents usages, c'est une connaissance et suivi du territoire urbain, périurbain, une aide à la planification urbaine, PLH, étude de gisements fonciers, aménagement d'infrastructures, aménagement de zones d'activité, réalisation de schémas directeurs, gestion des risques, suivi des zones inondables. Voilà, un MOS, ça a permis tout ça. On pourrait s'étendre encore sur les exemples d'application.
Et puis, je dirais, pour rejoindre un petit peu les discours qui ont été portés avant, qu'on est vraiment sur la constitution d'un référentiel commun qui permet aux différents acteurs du territoire de discuter autour d'une même représentation du territoire et, comme le disait Hélène, de ne pas batailler sur les chiffres, puisque finalement, si on arrive à avoir un référentiel commun, on partira tous de la même donnée. Et puis donc un outil prospectif à faire vivre et évoluer dans le temps.